Bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer la deuxième vidéo du chapitre 2. Et pour ça, on va vous parler des projectiles. Alors, qu'est-ce qu'un projectile tout d'abord? C'est tout objet qu'on va lancer. Donc cet objet-là va être lancé avec une certaine vitesse de départ, parfois, ou des fois il va y avoir une vitesse qui va être nulle aussi. Je peux le lancer aussi vers le haut, je peux le lancer vers le bas, je peux le lancer de façon horizontale et je peux aussi le lancer de façon oblique. Donc, on va voir que ça va avoir une répercussion sur sa vitesse en X, donc le vecteur vitesse selon les X, le vecteur vitesse selon les Y. Donc, on va voir son impact à ce moment-là du lancer qu'on va faire. Alors, le projectile, comme je dis, peut être lancé avec une vitesse initiale ou encore, on peut avoir un problème de chute libre. Donc, c'est-à-dire qu'on le laisse tomber tout simplement sans lui donner de vitesse. Donc, sa vitesse initiale serait de 0. Alors, ici, on vous dit que la chute libre, c'est soumis uniquement à l'effet de la gravité. Donc, c'est pour ça qu'il va tomber vers le sol. Alors, la gravité, dans le fond, c'est une force d'attraction et cette force-là va faire en sorte que tous les objets vont être dirigés vers le noyau de la Terre. Donc, on dit souvent que c'est perpendiculaire à la surface de la planète ou de l'astre sur lequel on se trouve, mais en fait, c'est parce que c'est attiré vers le noyau qui est très dense. Donc, c'est pour ça, je l'ai ajouté ici, la petite information, là, dirigée vers le noyau terrestre. Alors, on va parler de décélération et d'accélération. Donc, on va dire que ça décélère quand ça monte. Rappelle-toi le ballon lors du laboratoire, sur le laboratoire qu'on avait fait dans le chapitre 1. Quand on lançait le ballon dans les airs vers le haut, il ralentissait. Donc, c'est une décélération. Et ensuite, le ballon, quand il retombe vers le sol, il accélère à nouveau. Donc, décélère quand il monte et il accélère quand il descend. Alors, l'accélération gravitationnelle est toujours orientée vers le bas. C'est pour ça qu'on va lui donner un signe négatif. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on va dire que l'accélération gravitationnelle, c'est de moins 9,80 mètres par seconde carrée. En fait, là, on pourrait dire 9,81, puis là, il y a des chiffres après la virgule, c'est un peu comme pi, là, OK? Donc, il y a plusieurs chiffres qu'on pourrait vous donner, mais on l'arrondit à moins 9,80 mètres par seconde carrée. C'est un chiffre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, que vous aviez découvert lors du laboratoire. Donc, on n'était pas exactement à moins 9,8, là, mais c'était autour de moins 9,5 environ que vous aviez trouvé. Donc, c'est sûr que dans une expérimentation, on n'arrive jamais avec les vraies valeurs. Donc, ça reste que c'est justement une expérimentation, mais on était quand même autour de ça. Okay? On va faire la distinction ici entre la chute libre qui se passerait dans le vide et la chute libre qui aurait lieu dans l'air. Donc, normalement, dans le vide, on va vous dire que deux objets lâchés en même temps, qui auraient des masses différentes, même de la même hauteur, tomberaient à la même vitesse. Donc, je suis dans le vide, j'ai un marteau d'un côté, j'ai une plume de l'autre côté, les deux tomberaient à la même vitesse. Parce qu'il n'y a pas de friction d'air, donc il n'y a rien qui va venir mettre une résistance à ton objet. Par contre, dans l'air, c'est un petit peu différent. Donc, dans l'air, on va rencontrer une résistance qui va s'opposer au mouvement. Donc, il pourrait y avoir une légère différence. Là, j'ai fait exprès, j'ai pris une plume comme exemple, ou encore une feuille d'arbre, elle va chuter tranquillement avec un certain mouvement parce que l'air lui apporte une résistance. Mais, si on mettait deux autres objets, disons, je sais pas moi, t'échappes tes clés et t'échappes une grosse boule de bowling, eh bien, normalement, devrait tomber en même temps à la même vitesse. Par contre, la friction de l'air peut amener des petites différences. Donc, nous, on ne tiendra pas vraiment compte de la friction de l'air dans le chapitre qu'on va faire maintenant. Alors, on va voir par contre là, la chute libre sans vitesse initiale, c'est-à-dire que je laisse simplement tomber mon objet sans lui donner de vitesse. Donc, sa vitesse au départ sera de 0. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans la vidéo suivante, on parlera à ce moment-là d'un objet avec une certaine vitesse initiale. Et là, juste faire une petite correction, là, ça va plutôt être à la page 6. On a fait des modifications dans le document. Donc, par exemple, ici, je lance mon objet avec une vitesse vers le haut, comme le ballon qu'on a fait en classe. Il va monter et il va redescendre. Donc, lui avait une vitesse initiale. Alors, on s'en va à la page suivante pour commencer justement notre chute libre sans vitesse initiale. Alors, on va y aller avec un exemple pour regarder tout ça. Alors, on dit du haut d'un édifice, on laisse tomber un projectile. Donc, on le laisse tomber, donc on ne lui donne pas de vitesse. Cet édifice mesure 30 mètres de haut. On est sur la Terre et
on est sans air. Donc, on calcule que l'air est négligeable ici. Donc, qu'est-ce que je connais? Eh bien, je sais que au départ, ma vitesse initiale était à 0, on a dit. Et je connais aussi la hauteur de l'édifice. Donc, je vais appeler ça delta Y et non pas delta X parce que vu que ça tombe à la verticale, c'est plutôt l'axe des Y, donc mon delta Y qui est de 30 mètres. Comme l'objet, il va se déplacer vers le bas à partir de mon endroit, donc vers le bas, souvent, je vais lui mettre, ben, en fait pas souvent, je vais lui mettre un signe négatif. Donc, je vais dire à ce moment-là que mon delta X est de moins 30. Ce que je viens de noter là, on va venir se l'identifier ici. Je vais commencer par venir compléter ça ici. Je vous parlerai de ce qu'il y a à droite par la suite. Donc, mon delta Y, on a dit qu'il était de moins 30,00 mètres. Le temps, on ne le sait pas. En fait, regarde, si on va un petit peu plus loin, combien de temps, c'est ce qu'on va aller chercher. Ensuite, donc le temps, je ne le connais pas. La vitesse initiale en Y, on ne l'ai pas marqué ici, mais effectivement, c'est selon les Y, sera de 0 mètres par seconde. La vitesse finale, je ne la connais pas. Et l'accélération en Y. L'accélération en Y, on la connaît tout le temps. Ce qui est merveilleux, c'est que à cause de la gravité, notre accélération est tout le temps de moins 9,80 mètres par seconde carrée. Donc, ça veut dire que cette valeur-là, même si on ne la nomme pas dans le problème, c'est tout le temps la même, c'est une constante, on la connaît. Alors, si je vais voir justement mes questions, combien de temps prend le projectile à atteindre le sol? Donc, on a vu que c'est ce qu'on doit trouver. Et la deuxième question, quelle est la vitesse du projectile avant de toucher le sol? Donc, je parle ici naturellement de ma vitesse finale, donc la vitesse finale en Y. J'ai pris les informations que j'avais besoin. Je vais juste monter un petit peu plus haut. J'aime beaucoup me faire un dessin. Donc, on t'a fait un dessin ici. Moi, je viens lui ajouter que cette balle-là, je la laisse tomber tout simplement vers le bas. Je vais identifier sur mon dessin que ma vitesse initiale est de 0. Donc, je ne vais pas lui donner, je ne vais pas le lancer en plus parce qu'effectivement, même si il est en train de tomber, je pourrais, moi, lui donner une vitesse initiale en le lançant encore plus vite, si on veut, au lieu de juste le lâcher. Mais ici, je vais le lâcher tout simplement. Et je vois mon bâtiment ici qui est de 30 mètres. Alors, on a fait un dessin. Je dois me poser la question, est-ce que je suis dans une situation de MRU ou MRUA? Parce que les formules qu'on a vues dans la dernière vidéo, je peux les utiliser seulement si je suis en MRUA. Si on est en MRU, on ne peut pas les utiliser. Donc, pour le savoir, il faut que je me pose la question, est-ce que la vitesse est constante? Si la vitesse est tout le temps la même, bien à ce moment-là, je suis en MRU. Mais là, la vitesse ne sera pas la même, clairement. Parce que si ma vitesse initiale est de 0, puis que ça restait à 0, ben mon objet ne tomberait pas, il resterait là. Donc, ça veut dire que la vitesse ne sera pas constante. Donc, je peux faire un X. Je ne suis pas dans un cas de MRU. Pourquoi? Parce que la vitesse, on va se marquer là, plutôt marquer vitesse, n'est pas constante. Mon petit V était peut-être pas clair, là. Ici, c'est la vitesse. Donc, on est dans une situation de MRUA, ce qui va nous permettre d'aller utiliser les formules qu'on a vues. Et justement, on vous les a écrites, les formules, juste ici. Donc là, je vais aller voir quelle formule je veux utiliser. Et pour ça, je vais aller mettre en surligneur les variables que je connais. Alors, je connais, qu'est-ce que je connais? Bien, je connais A. Je connais la vitesse initiale. Je ne connais pas T. Je connais A, je connais la hauteur de l'édifice, donc je connais mon déplacement. La balle va se déplacer de 30 mètres. Et je connais ma vitesse initiale. Je connais la hauteur de l'édifice, donc mon delta Y. Je connais la vitesse initiale, je connais pas le temps et je connais l'accélération. Donc ensuite, avec mon deuxième surligneur, je m'en viens voir quelles sont les données qui m'intéressent. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est le temps. On a dit qu'on cherchait le temps et qu'on cherchait la vitesse finale.
Donc ici, effectivement, je peux trouver le temps avec cette formule-là et je peux trouver ma vitesse finale avec celle-ci. Alors, on voit qu'il y a deux formules que je peux utiliser. Donc, la première chose qu'on me demande, on me demande d'abord de trouver le temps. Donc, je vais aller commencer avec ça ici comme première étape. Je vais faire un petit numéro 1. Donc, on va aller commencer avec cette formule pour aller trouver le temps. Donc, comme la formule est déjà écrite, je ne vais pas nécessairement la réécrire, là, essayer de sauver de l'espace un petit peu, mais normalement, je la réécrirais. Mais ça va me permettre de trouver mon temps. Donc, je vais juste écrire trouver le temps. Avec la formule qui est juste ici. Alors, je vais remplacer ce que je connais dans cette formule-là. Alors, mon delta Y qui est de moins 30,00 mètres. La vitesse initiale qui était de 0. Ce que je vais faire souvent aussi, là, j'ai pas écrit la formule par moi-même, mais quand je m'écris ma formule puis que ma vitesse initiale est de 0, au lieu d'écrire après ça 0 fois le temps, souvent sur ma formule directement, je vais me faire une petite flèche comme ça, puis je vais m'identifier un 0. Donc, ça veut dire que tout ce terme-là, parce qu'on s'entend qu'une vitesse qui est de 0 multipliée par un temps, ben tout ça, ça va me donner 0. Donc, j'ai plus besoin de tenir compte de cette partie-là de mon équation. Donc, je peux directement aller voir l'autre partie. Donc, je suis pas obligée de marquer 0 plus. Je vais simplement l'ignorer à ce moment-là. Donc, ce qui doit suivre, c'est une demi multiplié par l'accélération, donc qui est la gravité, moins 9,80 mètres par seconde carré, multiplié par delta t à la 2. Donc, on voit que mon delta t, je vais être capable d'aller l'isoler. Alors, si je m'en vais calculer ça ici, ben, j'ai toujours moins 30,00 mètres. Donc, si je viens faire une demi multiplié par moins 9,80, je vais avoir moins 4,9. Et c'est toujours des mètres par seconde carré multiplié par delta T2. Donc, je peux isoler mon delta T2. Donc, delta T à la 2 va être égal à moins 30 divisé par moins 4,9. Donc, ça va me donner un chiffre qui est positif. Et ça me donne 6,12. Et là, j'ai des secondes carrées. Alors, il me reste à faire la racine carrée de chaque côté. Et je trouve que mon delta T est égal à... Et là, quand on fait une racine carrée, normalement, ça me donne plus ou moins. Donc, ça me donnerait plus ou moins 2,47, mais le temps ne pouvant pas être négatif, donc ça va être 2,47 secondes. Donc, j'ai trouvé le temps. J'ai donc trouvé la première réponse qu'on me posait ici, 2,47 secondes. Je vais maintenant trouver la vitesse finale. Alors là, j'ai deux choix. Donc, je peux choisir la formule ici où est-ce qu'effectivement, j'ai tout ce qu'il me faut pour le trouver. Mais je pourrais quand même aussi aller prendre l'autre formule. Je t'explique pourquoi. C'est que là, on vient de le trouver, le temps. Donc, maintenant, là, le delta T, je le connais, c'est de 2,47. Donc, je peux aussi utiliser la première formule. Souvent, quand j'ai le choix comme ça, j'aime bien utiliser la première formule parce que je trouve qu'elle est plus simple. Donc, les autres sont plus compliqués, puis je vais être très franc avec toi, là. J'ai souvent tendance à me tromper avec celle-ci parce que en cours de route, dans ma démarche, je finis par oublier l'exposant 2 à un moment donné, puis j'arrive à la fin, puis ma réponse ne fait pas de sens. Donc, j'essaie de prendre les autres formules quand c'est possible. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, je vais aller trouver ma vitesse avec ma première formule. On a le choix, là. Tu peux prendre celle que tu veux, finalement. Mais moi, je vais aller prendre celle-ci. Donc, je vais marquer un petit 2 pour dire que la deuxième étape, je vais utiliser cette formule-là. Et ça va me permettre de trouver ma vitesse finale. Donc, trouver vitesse finale. Alors, l'accélération, on la connaît, c'est la gravité. Moins 9,80 mètres par seconde carré. La vitesse finale, c'est ce que je cherche. Ensuite, la vitesse initiale, on la connaît, elle est de 0. Diviser ça par delta t, qu'on a déjà trouvé préalablement, 2,47 secondes.
Donc, quand je dis qu'elle est vraiment facile à utiliser, il n'y a pas beaucoup de manipulation à faire, donc je trouve qu'il y a moins de chances de se tromper. Alors, je dois multiplier 9,80 par 2,47 et ça va me donner VF est égal à moins 24,21 mètres par seconde. Et c'est terminé. Maintenant, ben, on avait des petits graphiques à côté. Donc, pour compléter les graphiques, on va utiliser ce qu'on vient de trouver. Donc, avec la même situation. Donc, on a un graphique position, un graphique vitesse et un graphique accélération. Donc, j'ai tendance à commencer, moi, avec mon graphique vitesse. Je t'explique pourquoi. Si on regarde ici, j'ai une vitesse initiale qui est de 0, j'ai une vitesse finale qui est de moins 24,21. Je sais que l'accélération, elle est constante, donc je vais avoir une pente qui va être bien droite. Ce qui fait que ma vitesse initiale, je sais qu'elle était de 0. À 2,47 secondes, donc là, on va y aller approximativement, c'est à peu près 2,5, là. Je suis rendue à, on a dit, 24,21, moins 24,21. Donc, si je veux graduer mon graphique, je vais dire que je vais faire des bonds de 10, donc moins 10, moins 20, moins 30, et vers le haut, je vais 10, 20, et j'ai 0 ici. 2,47, c'est environ à 2,5 ici. Et je dois me retrouver à moins 24,21, donc c'est presque au milieu. Je vais faire un petit point ici. Donc, je dois me faire une ligne bien droite, comme ça ici. Alors, je viens de faire mon graphique vitesse. Et on sait qu'à partir du graphique vitesse, je suis capable d'aller faire le graphique déplacement et je suis capable d'aller faire le graphique de l'accélération. Donc, comment on fait ça? Donc, eh bien, c'est tout le temps avec soit la pente ou l'air sous la courbe. Donc, je t'invite encore à regarder tes unités. J'ai des mètres par seconde et j'ai des secondes. Alors, si je veux trouver le graphique déplacement, ben, je dois multiplier mes mètres par seconde par des secondes. Donc, quand on parle de multiplier, c'est l'air sous la courbe qu'on veut, parce que rappelle-toi que quand on fait l'air, on multiplie une donnée par une autre. Donc, je vais aller faire l'air sous la courbe, mais je vais faire l'air sous la courbe à plusieurs moments. Donc, pas seulement à un moment, parce que justement, je vais avoir une courbe. Et si j'avais une belle ligne droite, ce serait facile, mais dans un MRUA, mon déplacement est en courbe et je dois savoir, est-ce que ma courbe va ressembler plus à ça ici ou ça va ressembler plus à une courbe comme ça. Donc, pour être capable de voir dans quel sens ça courbe, je dois absolument aller séparer mon graphique mon aire sous la courbe en plusieurs petits dessins. Donc, je vais m'en faire 3 comme ça ici. Je vais en faire 1, 2 et 3. Alors, je vais commencer par calculer. Donc, je vais me marquer R sous la courbe. Et je vais trouver ça pour mon premier triangle. Donc, à ce moment-là, on a dit que ça me donnerait mon delta X, ça va me donner mon déplacement. Alors, j'ai un triangle, ce qui est base fois hauteur divisé par 2. Alors, la base qui est ici vaut 1, et ensuite, la hauteur vaut moins 10. Alors, 1 fois moins 10 divisé par 2, ça va donc me donner moins 5,00 mètres. Donc, ça veut dire que mon premier point sera à moins 5 après une seconde. Mais au départ, j'étais où? On se rappelle, hein? Je suis partie, j'étais dans un édifice qui mesurait 30 mètres de haut et je laisse tomber ma balle. Ce qui fait que ma balle, elle part pas de 0. Ma balle, elle partait de 30 mètres de hauteur. Donc, on va aller graduer ici notre graphique. 30, 20, 10. Au début, ça part à 30. Et une seconde plus tard, ça baisse de 5. Donc, je suis maintenant à 25. On va voir ensuite ce qui se passe dans la deuxième partie du graphique. J'ai maintenant un trapèze. Donc, l'aire du trapèze, grande base plus petite base, multiplié par la hauteur, divisé par 2. La petite base qui est ici vaut moins 10. La grande base qui est ici vaut moins 20. La hauteur est une seconde. Et je divise ça par 2.
Donc, je vais avoir moins 30 divisé par 2 qui va me donner moins 15,00 mètres. Donc, à la deuxième seconde, je baisse de 15. Donc, j'étais à 25, je baisse de 15, je suis donc rendu à 10. Et théoriquement, je ne serais pas obligée d'aller calculer l'autre. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à 2,47, ça atteint le sol. Donc, je peux aller mettre mon point ici, ou on peut le calculer pour le plaisir de le faire, mais on n'est pas obligé. Donc, pour raccourcir la vidéo, je ne le ferai pas. Donc, ici, ça me fait une courbe qui ressemble à ceci. Alors, on a le graphique vitesse, on a le graphique de la position, ça me donne bien une courbe, j'ai un MRUA, et l'accélération devrait donc me donner quelque chose de constant. Donc, comment on fait pour avoir l'accélération? On doit aller voir la pente du graphique vitesse. Alors, la pente du graphique vitesse, ça revient à prendre mes mètres par seconde divisé par des secondes. Ça va donc effectivement me donner des mètres par seconde carré. Donc, on va aller faire la pente du graphique vitesse. Alors, pour trouver la pente, donc je regarde, je vais marquer ici, accélération est égale à VF moins VI sur delta T. Donc, c'est ça dans le fond. Donc, mon VF moins VI, c'est la hauteur que j'ai ici. On a dit que c'était moins 24,21. Donc, accélération est égale à moins 24,21. Donc, ma vitesse finale moins ma vitesse initiale, divisé par 2,47, qui est mon temps, et ça va me donner un total de moins 9,80 mètres par seconde. Est-ce qu'on est surpris? Ben, pas vraiment, parce que dans le fond, on l'avait déjà. Hein, moi, je l'ai calculé là, pour vous montrer, mais on l'avait déjà dit là, que l'accélération ici était de moins 9,80 parce que c'est la gravité. Donc, effectivement, on vient de se prouver qu'on avait raison. Alors, dans le graphique, on peut aller identifier, disons, moins 5 et moins 10. On est à moins 9,80. On se fait une ligne droite. Et ça, c'est pendant 2,47 secondes. Comme ça ici. Et on a terminé. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à voir pour les projectiles qu'on laisse tomber, donc avec aucune vitesse initiale. Donc, au prochain cours, on parlera de quand on a une vitesse initiale.